Épisode 88, youpi, c'est la rentrée des technos. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va parler de plein de choses dans cet épisode 88, et en particulier de l'actualité technologique du mois d'août, puisque nous n'étions pas là depuis déjà 4 semaines. Et pour parler nouvelles technologies et actualités technologiques, puisque c'est un petit peu notre revue de presse hebdomadaire que nous vous proposons avec ces épisodes, nous avons de ce côté-ci Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis de ce côté-là, là-bas, tout au bout, au Luxembourg, on retrouve Bruno, qui est notre spécialiste véhicule électrique. On l'a vu plein de fois durant l'été, il y a eu plein de hors-séries. Il y en aura encore d'ailleurs, on en parlera encore d'ici quelques semaines d'ailleurs, parce que véhicule électrique, il n'y a pas longtemps. Il y en a un gros qui s'en vient là maintenant ce lundi. Vous découvrirez ça puisqu'on ne vous l'a pas caché non plus. On a testé une Tesla. Donc voilà, on vous fera le tour du propriétaire. Ce sera lundi un hors-série que nous avons enregistré il y a un bout de temps maintenant. C'était toute notre vie. Avant les vacances. Avant les vacances. Voilà, il pleuvait. Je me rappelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous dire comment ça se passe. C'est notre revue de presse, je vous le disais, avec des gens qui nous envoient aussi du courrier de temps en temps, il faut bien le dire. Il y a eu quelques messages envoyés, que ce soit en dessous de nos vidéos sur la chaîne YouTube ou sur notre page dans lestechno.be ou encore sur informaticien.be ou sur Facebook ou sur Twitter. On a répondu à tout le monde, je pense, que personne n'a été oublié parce qu'on a pris un peu la relève des uns des autres qui partaient en vacances, qui revenaient, et je pense que toutes les questions qui ont été posées ont été... on y a répondu, je pense. Il me semble en tout cas. Oui. Il me semble aussi, effectivement. Je pense que dernière question en date, c'était sur le hors-série de la semaine passée concernant le Fritz Phone. Bah oui, c'est comme ça que ça s'écrit. Et Seb a été très rapide à répondre. Il a répondu avant même que la question soit posée, j'ai eu l'impression à un moment donné. Soit, allez, on attaque avec notre abécédaire classique habituel, on va dire, avec la lettre A comme non pas Apple, parce que ça on vous en parlera probablement la semaine prochaine, puisqu'il y a un keynote qui s'en vient, ce sera jeudi prochain, on va pas le faire en direct, le suivi de keynote, mais en tout cas, à mon avis, on aura des choses à dire. En plus, Benoît, notre spécialiste Apple, je mets des guillemets, sera présent, donc il y aura peut-être des choses à dire par rapport aux différentes annonces. Ça c'est pour la semaine prochaine. Là, A comme Alexa. Bruno, c'est Sonos et Amazon qui s'allient pour proposer le contrôle de Sonos via Amazon Echo et tout ça par la voix. Alors tu vas nous expliquer tout ça parce que j'ai rien compris moi-même à ce que je viens de te dire. Oui, en fait, ça aurait pu être A comme Amazon, A comme Alexa. Alexa étant en fait l'équivalent de Siri chez Amazon. Donc Amazon a sorti il y a quelques mois, il y a 1 an même exactement, aux États-Unis, un appareil qui s'appelle Echo. Echo étant un petit cylindre noir qui permet en fait d'interagir avec Alexa. Alexa étant une grande base de données qui va vous donner des réponses à vos questions. Ça s'est tellement développé que les spécialistes considèrent que Alexa a déjà dépassé Siri dans certains domaines. Donc là, Sonos est allié donc à Amazon pour proposer donc une interaction pas directement intégrée dans Sonos. Sonos, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système d'enceinte connectée considéré comme étant le meilleur système d'enceinte connectée du marché. Ça existe depuis pas mal d'années. Oui. Je l'utilise depuis une bonne 6 ans, je pense. Ça marche très très bien. Donc ce qui manque un petit peu, c'est le contrôle. Donc Sonos se contrôle via smartphone, via une application smartphone, via une application sur ordinateur, mais il manquait un peu l'interaction avec la voix. Donc là, c'est le but de cette alliance. Donc l'Echo étant ce petit boîtier, cette enceinte connectée qui permettra donc de dire par exemple Alexa, joue-moi du YouTube sur l'enceinte qui se trouve dans le salon. D'accord. Et donc Sonos va reconnaître cette commande-là et va le faire. Pour cela, Amazon a même sorti
différents types d'écho. Donc, il y a une version réduite, il n'y a plus d'enceinte dedans, il y a juste en fait les boutons, les fonctionnalités de contrôle par la voix. Donc ça sera très pratique. Donc, on aura juste ça quelque part dans une pièce. Ça fonctionne vraiment en distance. On dit Alexa, et oui, l'appareil s'active, et puis on donne sa commande. Donc là, ça sera pour Sonos, mais après, on pourra compléter par d'autres commandes. Là, justement, il y a d'autres constructeurs qui sont un peu lancés dans cette vague-là et ont annoncé aujourd'hui que ils vont aussi adhérer à ce réseau-là. Et donc, on va bientôt, je pense, voir pas mal de sociétés qui vont utiliser cette fonctionnalité-là, qui va au-delà de la fonctionnalité de Siri, qui est sur un smartphone, oui. Qui va bientôt être sur le Mac aussi, qui a été annoncé lors de la dernière conférence développeur Apple. Oui. Mais là, on est vraiment sur un petit bidule qui va permettre de reconnaître vos commandes et les lancer sur, dans ce cas-ci, Sonos. Oui. Et bientôt, on a plein d'autres appareils, j'en suis sûr. Et toi, c'est Lenovo qui a annoncé cette interaction avec Alexa aussi. Et ça fait du monde. Hein. On sent qu'il y a une volonté de regrouper un petit peu toutes ces commandes, enfin, avec différents devices. Et ça devient quoi, une espèce de standard, ou c'est ça l'idée ? C'est un peu l'idée, effectivement, parce que donc il y a quand même pas mal de recherches derrière, hein, c'est clair. Ils vont pas tous réinventer la roue. Ouais. Ils n'ont pas les moyens. Amazon a les moyens, Google a les moyens, Apple a les moyens. Après, ça s'arrête là, probablement. Donc oui, il vaut mieux adhérer à un système qui existe et qui a une fonction bien déterminée. Hein, Siri et l'équivalent Google font un peu tout et n'importe quoi, alors que Alexa est vraiment faite pour des commandes. D'accord, vocales. Ok. Ben voilà, ça, c'est encore une nouveauté dont on l'avait un peu évoqué, Xavier, je ne sais plus avec lequel d'entre les chroniqueurs. On avait déjà parlé d'Amazon Alexa. Ce qui est intéressant ici, c'est que Sonos, effectivement, on parle de multi-room, hein, donc des enceintes qui sont un peu dans toutes les pièces. Donc une télécommande, c'est pas toujours facile d'en avoir une dans chaque pièce. Ouais. Et alors, je rappelle qu'il y a un projet pour les plus bidouilleurs d'entre vous qui permet officiellement de faire un contrôle d'Alexa avec un Raspberry Pi. Donc pour ceux qui sont un peu bidouilleurs, ils pourront créer leur propre Alexa pour contrôler Raspberry Pi, c'est les micro-ordinateurs, on a déjà parlé de ça, enfin, tout le monde, en tout cas tous les geeks connaissent bien ça, puisque c'est vraiment un outil, enfin ça coûte rien en plus, donc c'est libre, hein, voilà. On peut faire plein de choses avec ça aussi. On passe peut-être à la lettre B, hein ? Oui. Par exemple, la lettre B comme Bitcoin. Ça, c'est nouveau, c'est joli. Hein. On fait, pour ceux qui nous écoutent, on fait un peu de visuel aussi par la même occasion. B comme Bitcoin, c'est toi qui t'y colle. Effectivement, on va parler de Bitcoin, mais pas seulement. C'est le grand retour de Kim.com qui a fait des annonces un petit peu en fanfare sur Twitter. Et il annonce en fait un mariage entre son nouveau service, donc le Mega Upload 2.0, qui aurait fricoté avec Bitcoin, et ça donnerait naissance à un service qui s'appellerait le Bitcash. Alors, de quoi parle-t-on ? En fait, on sait que le Mega Upload 2.0 va sortir avec une version, un modèle freemium à la base. Donc, on aura un stockage de 100 gigas qui sera gratuit, avec aucune limite de vitesse de transfert. Kim.com a déjà annoncé qu'il allait restaurer une centaine de millions de comptes de son premier service, et a annoncé en fait que le Bitcoin, via le service Bitcash, le lien serait que chaque transfert qui se fait sur la plateforme Mega Upload serait lié à une microtransaction en Bitcoin. Donc ça va générer pas mal de transactions en Bitcoin, et il est tellement confiant dans son service qu'il a annoncé que plus personne n'utiliserait aucun autre site de transfert, et que les gens devraient vraiment investir dans le Bitcoin tant qu'il est abordable. Il va jusqu'à prédire un Bitcoin à $2000 en 2017, alors qu'on est aux alentours de $570, si je ne me trompe pas, dans ces zones-là pour le moment. Moi, dès que c'est du Kim.com, je prends
prends des pincettes et je prends mes distances. Évidemment, mais voilà. il a quand même bâti un empire à l'époque avant de se faire interpeller par la justice. Et avec quelle méthode? Voilà. Et maintenant, il va plus loin. Il va assurer un niveau d'encryption très élevé avec une gestion de serveur décentralisée. Donc, il dit, voilà, les personnes qui voudraient espionner le contenu ou surveiller ce qui se fait auront beaucoup plus de mal. Sauf lui, peut-être. Voilà. Oui, on connaît l'animal en même temps. Donc voilà. Ça, c'était pour la lettre B comme Bitcoin. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter, Bruno, par rapport à cette actualité ou pas, par rapport au Bitcoin et cette actualité. Non, rien de spécial. Ok, on passe à la suite. À ce moment-là, si vous le voulez bien, avec le C, on va parler crowdsourcing, justement, avec Bruno. Oui, Crowdsource, c'est le nom de l'application en fait développée par Google, exclusivement sur Android d'ailleurs, qui va faire quoi? Qui va vous faire travailler gratuitement pour Google. D'accord, c'est bien. Voilà. C'est bien pour Google, sûrement. En fait, il y a quand même un but à cette application. L'application, elle sert à quoi? Elle sert en fait à améliorer les traductions proposées par Google Translate et autres. Donc, tout ce qui est reconnaissance d'écriture à la main, tout ce qui est reconnaissance de photos, de plaques de rue, par exemple. Tout ça est quelque chose qu'on va pouvoir faire un peu comme un jeu. On va, quand on a 5 minutes de libre, on va lancer l'application et on peut en choisir si on veut transcrire une image, si on veut faire la reconnaissance donc de traduction, de valider des traductions, etc., dans les langues qu'on maîtrise bien. C'est ça, donc ça ne posera pas de problème pour la plupart des gens qui maîtrisent ces langues-là. Et ça va aider beaucoup Google et en même temps la communauté. Parce que il y a un vrai retour direct, mais c'est gratuit, donc on le fait gratuitement, bénévolement. Donc voilà, il y a des gens qui critiquent ce fait-là. Donc en fait, on est en train de travailler pour quelqu'un qui va gagner de l'argent sur votre dos. Ce qui est nouveau, c'est que c'est sous forme d'une application, parce que en fait, dans YouTube, je dis pas de bêtises, il y a cette possibilité pour tout un chacun de venir alimenter quand l'éditeur du contenu le propose ou invite les gens à le faire, à venir compléter ou corriger les traductions des sous-titres en temps réel qu'il y a. Ça se fait de plus en plus. Et donc, je sais pas, parce que les gens ont envie de partager leur savoir ou leurs compétences. Ou d'améliorer les outils qu'ils utilisent, tout simplement. Ou d'améliorer les outils qu'ils utilisent, se prêtent au jeu, ce qui est de l'intérêt de tout le monde, évidemment, et de Google en particulier. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu rigolo. Oui. Oui, mais ici la différence est vraiment que c'est vraiment considéré comme un jeu, donc il y a vraiment des rewards, il y a des points qu'on gagne, on s'amuse vraiment à faire des traductions pour gagner des points. C'est ça. Il y a un truc qui est un peu similaire, mais c'est pas dans le domaine de la traduction, c'est sur Facebook, c'est pour corriger les lieux. Vous voyez, quand quelqu'un a décidé de mettre, tiens, ici c'est mon entreprise, je l'ai tagué, machin, etc. Et puis quelqu'un derrière a été dire, ah oui, mais c'est fermé le dimanche. Et puis on vous propose de faire une modification. Est-ce que c'est bien fermé le dimanche? Et donc vous rentrez comme ça dans une espèce de cercle un peu addictif, parce que c'est des lieux qu'on connaît en général, parce que c'est proche de nous, où on nous demande de corriger. Est-ce que ce lieu est juste? Est-ce que ce numéro de téléphone est juste? Est-ce que ces heures d'ouverture sont justes, etc. Et il y a aussi une espèce de jeu comme ça, de compétition entre guillemets entre différents amis sur Facebook pour essayer de gagner des points, mais il n'y a rien à gagner en bout de course. Les sites comme TripAdvisor et des choses comme ça ils font un peu la même chose aussi. Oui. Un côté, c'est la gamification pour obtenir les datas. Petit côté ludique à la chose pour compléter de l'information. C'est super malin de leur part. Évidemment. On passe à la lettre D. On va faire toutes les lettres de l'alphabet. J'ai l'impression cette fois-ci. D'habitude, on en saute quelques-unes. Là, pas du tout. On a un mois à rattraper. D comme Dropbox, Bruno. C'est de nouveau chez toi qu'on va pour parler du hack de 68 millions de comptes. Et ça, c'est plutôt grave, évidemment. Oui, en fait, ça a l'air grave. Bien entendu, ça l'est. Ça veut pas dire que ça ne le soit pas. On dirait mon médecin. C'est passé dans les news il y a un peu de temps. Donc c'est un hack qui date de 2012 où un hacker avait eu accès à 68 millions de comptes. Dropbox avait un peu gardé ça sous secret. On n'a pas tout dit. Ils ont fait la publicité, ça c'est sûr. Voilà. Mais là, ils ont quand même annoncé que le hacker a eu accès au mot de passe. Oui, donc, ça, c'est bon, ça. Il n'a pas accès au compte, mais au mot de passe. Donc, le problème est juste que si vous utilisez le même mot de passe partout,
notamment dans Dropbox. Et comme le hacker avait aussi l'adresse email, ça serait peut-être assez simple d'aller sur d'autres services que vous utilisez avec le même mot de passe. Mais bon, faut noter que ça date de 2012, donc s'il y a eu abus, il y a déjà eu depuis longtemps. Et tous les utilisateurs ont été notifiés, avertis que effectivement ils sont dans ce cas-là. Sinon, on vous rappelle qu'il y a des services qui vous permettent d'être alertés automatiquement, comme Pond. D'ailleurs, c'est le cas, ça a été le cas pour Dropbox. J'étais averti que j'étais hacké, que mon compte a été hacké, donc vite, changer le mot de passe et voir que ça fonctionne encore pour les autres systèmes. Mais là, la presse est en train d'en faire vraiment une grande histoire et de dire oui, attention, Dropbox a été hacké, ils ont accès à 68 millions de comptes. C'est pas vraiment ça. Donc voilà, c'est juste grave si vous utilisez tout le temps le même mot de passe que de toute façon tout le monde utilise. Donc, voilà. On va pas répéter ici les règles, le basique. On l'a déjà dit plein de fois. On l'a déjà dit plein de fois. Utilisez des mots de passe différents pour chaque compte. Utilisez peut-être une application qu'on appelle trousseau, en général, qui vous permet de retenir qu'un seul mot de passe et puis pour le reste... Comme KeePass, on en a déjà parlé aussi. KeePass, il y en a d'autres et évidemment, on ne va pas revenir dessus. Et on revient quand même dessus, mais parce que c'est important de le rappeler. Et évidemment, moi aussi, j'assure la notification également. Si vous n'avez pas modifié votre mot de passe depuis 2012, veuillez faire la modification. C'est clair que je pense que j'ai bien changé de mot de passe depuis ces dernières années. Il y a de fortes chances en tout cas. Donc voilà, mais ceci dit, oui, soyez super vigilants, oui. Oui, donc en fait, il faut rappeler aux gens qu'il y a 3 règles en informatique. La première, c'est d'avoir des mots de passe différents ou d'avoir un outil trousseau pour stocker ces mots de passe. Deuxièmement, ou je dirais même peut-être la première règle, ça serait de faire des backups, des backups et encore des backups. Ça nous est arrivé à tous, même aux plus téméraires de nous, qu'on ait perdu les données. Et la troisième règle, c'est de redémarrer la machine quand ça ne va plus. Voilà, et ça même dans les pires situations, ça se confirme. Encore il y a quelques mois, je me rappelle bien, il y avait eu un problème sur l'ISS, donc c'est pas à côté de la porte quand même, la Station Spatiale Internationale, et au centre de contrôle, la dernière chose qu'on a proposée, parce qu'il y avait une machine, il y avait un écran bleu, bien connu, et on leur a juste dit, rebooter, et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que même ces petites choses-là, ça a besoin comme ça de temps en temps d'être relancé. On a été arrivé à la lettre D comme Dropbox, on peut passer maintenant, je pense, à la lettre G comme Google, avec une nouveauté du côté de chez Google, une petite application qu'on va tester en direct et on espère que ça va fonctionner. Effectivement, donc c'est une nouvelle application avec une particularité, c'est que on va pouvoir voir les appels en direct. Donc vous allez voir ici, il y a une fonctionnalité, on parle ici de Google Duo, et la particularité, c'est que cette application montre l'appelant en direct. Avant même que tu ne décroches. C'est ce qu'ils appellent la fonctionnalité knock knock, donc en gros en français toc toc, oui. Et on voit la personne qui appelle. Après, c'est simplement une application qui fait de la vidéoconférence one to one, donc de personne à personne. Il ne s'agit pas ici de faire de la vidéoconférence à plusieurs, mais c'est une application qui veut contrer évidemment les concurrents que sont Skype et l'application sous iOS dont j'ai oublié le nom. FaceTime, non, pas FaceTime. Non, pas FaceTime. C'est pas tu me fais dire n'importe quoi. Là, maintenant, j'oublie aussi. Si quelqu'un pouvait nous aider. Je suis pas un utilisateur d'iOS, mais donc il y a une application sur iOS qui fait ça. Et donc maintenant, la particularité, c'est qu'évidemment Google fait ça pour beaucoup d'applications. C'est une solution qui est multiplateforme, et donc vous allez pouvoir appeler n'importe lequel de vos contacts sous cette forme-là. Donc un appel vidéo très simple. La personne voit qui est l'appelant. Donc s'il vous aime pas, il peut backer l'appelant. Et c'est effectivement FaceTime. Oui. Marc me confirme. Donc voilà, une petite application qui était passée un petit peu inaperçue d'après moi, mais qui vaut la peine d'être téléchargée puisqu'elle est compatible multiplateforme et qu'elle fonctionne aussi bien qu'un FaceTime ou autre. Ouais.
Et voilà. Voilà. C'est comme ça. Autre nouveauté, c'est que ça passe du Wi-Fi à la 4G de manière transparente pour l'utilisateur. Donc, si vous perdez le Wi-Fi en cours de route ou que vous sortez de chez vous, en principe, si vous avez de la 4G, la communication va continuer de manière transparente. La grosse originalité, je serais tenté de dire, du truc, c'est que tu vois la tête de ton appelant. C'est pas un avatar, hein, c'est lui, tu le vois déjà avant d'avoir décroché. Donc, imagine, si tu téléphones à quelqu'un en disant « j'ai juste le temps de me rhabiller avant qu'il ne décroche », tu vois, en fait, on te voit déjà ça peut faire quelques surprises, pendant que ça sonne. Mais c'est bien de le dire aux gens, hein, parce que ça peut créer des soucis à un moment donné. Bruno, tu voulais rajouter un truc peut-être ? Oui, en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est lié à un numéro de téléphone. Donc, tout comme WhatsApp, tout comme FaceTime, ce n'est pas un compte spécifique, c'est vraiment votre numéro de téléphone qui est validé lors de l'installation. Et donc, on peut garantir que la personne de l'autre côté utilise vraiment ce téléphone-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va avoir, à mon avis, apparaître sur un ordinateur parce que c'est lié à un numéro, quoique WhatsApp en ayant des passerelles comme WhatsApp le fait aussi, effectivement. Et pour aussi refiler le numéro de téléphone à terme à Facebook ou à quelqu'un d'autre ou c'est Google, c'est Google quoi. Et on peut dire aussi que si le numéro de l'appelant n'est pas dans le smartphone, on ne voit pas son visage. D'accord. Ok. Bon, ben voilà, c'est des petites précisions comme ça. On verra ce que ça va donner. Une petite application à tester. À tester chez vous, si vous le voulez. Si vous avez déjà... C'est toujours compliqué, ça, parce que quand on a déjà ses habitudes avec FaceTime pour certains, ce qui n'est pas mon cas, vous l'avez remarqué, ou avec Skype, par exemple, passer à une autre application, il faut déjà que ses amis l'utilisent, etc. Donc, ça prend du temps à je pense que ça va se déployer assez vite si voilà, vous voulez appeler des personnes un peu comme FaceTime, mais FaceTime est réservé à iOS. Voilà, vous allez pouvoir le faire. On reste à la lettre G, toujours comme Google évidemment, Bruno, pour parler de tout à fait autre chose, de notre mémoire par exemple, c'est ça ? Oui, effectivement. Bon, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent et depuis des années, c'est que on a pris l'habitude d'être toujours connecté, malheureusement, je dirais, pour beaucoup, et de chercher des réponses à toutes nos questions directement sur Google, ou que ce soit un autre moteur de recherche, mais on utilise généralement Google, et on se dit, mais si j'utilise Google pour avoir trouvé directement la réponse à des questions que je me pose comme ça dans la vraie vie, est-ce que ça va affecter ma mémoire ? Donc souvent on me dit, plus précisément mon épouse me dit, arrête de googler cela, essaye de trouver la réponse par toi-même. Oui, c'est vrai. J'ai pas la réponse. Hein. Oui. Donc avant, quand on n'avait pas Google, on restait sur une fin, on cherchait la réponse à comment s'appelle la rivière qui passe ici, ou quel est le nom de ce lac-ci, ou quel est cet arbre, quelle est cette fleur que je vois dans la nature. Hein. Là, je parle d'exemple dans la nature. Et on restait sur notre fin, on allait éventuellement chercher la réponse, ou alors on oubliait carrément la question, et voilà, on mourait bête, on va dire. Ici, on va chercher la réponse sur Google, et en fait, le fait d'avoir la réponse directement permet d'associer, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des spécialistes qui le disent, qui ont fait des études, qui disent que en fait, on va associer visuellement la réponse qu'on a dans Google à ce qu'on voit. D'accord. Donc on va en fait favoriser même la mémoire, et on aura appris quelque chose. Et généralement, on retient cette nouvelle information, alors qu'avant, si on n'avait pas Google, on n'aurait simplement pas eu cette information. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça fait pas mal de temps qu'on dit ça, hein, que ça rend fainéant, le moteur de recherche rend un peu fainéant, que cette gymnastique de l'esprit qui est d'aller dans son propre cerveau chercher l'information dans la case qui va bien, etc., ça, on finit par perdre cette gymnastique-là, cette souplesse-là au niveau cérébral, et finalement, pas comme on le pensait, en tout cas, c'est quand même très différent. Il y a des fainéants, soyons clairs, qui vont taper 11 x 20 dans le moteur de recherche pour avoir la réponse. 11 x 20 11 x 20 220, merci. Il y a un moyen très facile d'additionner deux chiffres extrêmes. Mais non, mais voilà, c'est petite gymnastique. Voilà, il y a des gens qui ont perdu cette habitude d'essayer de. Ils sont devant un moteur de recherche, comme Google, ils vont l'utiliser alors qu'ils ont l'information. Soyons clairs. Ça ne rend pas nécessairement très fainéant, mais si vous êtes déjà fainéant à la base, vous ne le serez pas plus.
C'est ça en fait l'idée. On passe à la lettre F peut-être. F comme, vous l'avez deviné, Facebook. On va parler de quoi donc ? De l'usine ultra high-tech que Facebook a montré il n'y a pas tellement longtemps. C'était dans l'actualité de ce mois d'août justement, Bruno. Oui, on parle de Facebook, parler de Facebook, il faut bien quelque part en parler, parce que c'est quand même un des outils que la plupart d'entre nous utilisent au jour le jour. Mais Facebook a inauguré effectivement le 3 août une usine high-tech de plus de 2000 mètres carrés. Quand même, où en fait ils vont pouvoir directement passer de l'idée à l'objet concret qu'ils ont envie de tester, de prototyper, donc et même construire une petite série d'objets, notamment tout ce qui est dans la réalité virtuelle, des serveurs et des drones. Donc Facebook se lance aussi là-dedans, et ça sera beaucoup plus simple et moins coûteux pour Facebook de produire eux-mêmes les appareils plutôt que d'outsourcer. Ils ont le contrôle à 100% de la chaîne, et ils peuvent plus rapidement mettre sur le marché les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu le but. Tout comme Google a fait la démarche de produire ses propres processeurs, ses puces. Tout comme Apple aussi essaie de produire de plus en plus in-house, même au niveau des processeurs. Hein. Il y a quelques années, ils ont pris ce pas-là. Donc Facebook va de même. C'est peut-être pas a fortiori quelque chose auquel on s'attend, mais c'est logique de contrôler de A à Z toute la production, de l'idée à l'objet fini. Le premier satellite de Facebook qui devait être envoyé dans l'espace aujourd'hui, je pense, a explosé sur le pas de tir à Cap Canaveral. C'était dans l'actualité de ce 1er septembre. Je lisais ça juste avant de prendre l'enregistrement. Voilà, c'est un accident, ça peut arriver. Les bugs, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis, rappelons que Mark Zuckerberg a rencontré le pape. Oui. Bonjour. Voilà, tout ça est tout à fait normal. Hein. Finalement, c'est le premier réseau mondial, donc c'est un peu ça l'idée. Je t'en terminerai là, c'est une petite brève comme ça, mais ça aussi, ça m'a fait un petit peu sourire, c'est que vous avez tous reçu, si vous avez un compte Facebook du moins, une petite page pour remercier le créateur, enfin un des créateurs d'Internet, puisque l'Internet public a été créé, etc., et qui était très content qu'on ait un espace de liberté comme Internet, etc., et beaucoup l'ont décrié en disant « Oui, mais enfin, il est quand même culotté parce que lui essaye de mettre Internet dans une boîte. » Et donc, voilà, lui, il fait le contraire de ce qu'il prône, donc c'est un petit peu particulier. Enfin, voilà, alors, il fallait évacuer ces idées-là. F comme Facebook, c'est fait. On passe à I. I comme... Ah, peut-être que Bruno, tu voulais rajouter un truc. Non, pas vraiment. Non. Ah, je pensais on passe à l'actualité, même high-tech du moment, effectivement, avec très I. Avec le I comme IFA, puisque là au moment où on enregistre, les portes de l'IFA ne sont pas encore ouvertes, mais il y a plein de choses qui ont déjà percolé à gauche, à droite, dans les sites d'actualité high-tech, parce que bien souvent, tout se passe avant le salon, hein, c'est comme le CES en fait, hein, puisque l'IFA, c'est un peu le CES européen depuis très longtemps, à Berlin, et là, il y a eu déjà quelques annonces que toi, tu as épinglées. Effectivement, ça c'est tout frais, j'ai vu ça avant de préparer le numéro. Donc l'IFA, on rappelle, c'est la Consumer Electronics Trade Show qui a lieu à Berlin en septembre de chaque année. Et parmi les quelques news que j'ai déjà pu voir, j'ai pointé très rapidement que Asus allait présenter la ZenWatch 3 qui tourne sous Android Wear. Elle est ronde, elle est plus fine que la Moto 360 et elle a une autonomie qui, selon le constructeur, est up to 2 days, donc jusqu'à 2 jours avec l'utilisation. Mais elle a un mode hypercharge pour recharger ses batteries à 60% en seulement 15 minutes. Elle sera vendue à un prix aux alentours de 229 €, si j'ai bien lu. D'accord. Un autre appareil qui est un petit peu moins courant, c'est LG qui présente des écrans incurvés, cette fois-ci ultra larges, donc avec une résolution... un rapport qui n'est pas habituel puisqu'il est de 21:9 et ça nous fait des écrans qui ont des tailles de 38 à 34 pouces. Ils sont principalement tournés vers les gamers ou
les graphistes, par exemple. Petite info au passage, LG qui présente justement à l'IFA un tunnel d'écran vidéo, je ne sais pas combien de millions de pixels ça totalise. C'est le plus long tunnel vidéo, entre guillemets. Ils ont filmé les images qu'ils projettent sur cet écran. Ils ont fait des images en 8K, mais avec 4 caméras, je pense, pour arriver à faire le tour complet. C'est assez impressionnant. Enfin, si on a des images, on essaiera de vous en montrer la semaine prochaine. Mais moi, j'ai vu juste passer le communiqué de presse, parce que LG rappelait qu'ils ont quand même 50 ans d'expérience en matière de télévision. Et on continue avec LG, justement. Ah ben voilà. LG qui présente... Donc, non, pardon. Philips, on continue avec les écrans, pardon, avec Philips, qui se lance dans la technologie OLED. Ouais. Et ils font une entrée assez forte avec un écran 55 pouces, qui est une Android TV, qui est en 4K et qui fonctionne évidemment avec l'Ambilight. D'accord. Donc, un bel écran. Et on va continuer peut-être encore avec l'IFA. Cette fois-ci, je vais détailler un petit peu plus sur un produit qui a attiré mon attention. C'est le genre de produit qu'on aime bien. Voilà. Donc c'est DJI qui a révélé un nouvel outil pour stabiliser les prises de vue de caméra. DJI, connu pour les drones Phantom. Donc DJI s'est fait connaître effectivement avec les drones. Ils ont développé une technologie qu'on appelle un gimbal qui permet de stabiliser une caméra. Donc si le drone pivote dans tous les sens. En fait, le principe, c'est que la caméra reste stable, son axe, le plus stable possible en 3 axes ou en 2 axes. Donc, ils vont vraiment avoir une image stable. Alors, ils ont utilisé cette technologie pour le Osmo que j'ai pu tester il n'y a pas longtemps avec un ami qui l'avait acheté. Qui est une caméra portable qui se présente en fait avec un petit stick et la caméra par au-dessus. Sur la gauche, vous avez la possibilité de fixer votre smartphone pour voir en temps réel. L'obligation même, je pense, pour le stockage, non ou pas je ne sais pas, j'ai jamais bien compris. Alors, je crois, mais là, je dis peut-être une bêtise, je crois qu'il y a une carte SD ou micro SD qui est intégrée. Dans la caméra, et on voit en fait sur l'écran. C'est juste un moniteur, l'écran, en fait. Alors, c'est pas juste un moniteur, il y a une application qui permet de piloter le gimbal et en fait qui va permettre par exemple de suivre quelqu'un automatiquement, donc avec vraiment une transition douce. Donc c'est vraiment l'ensemble des technologies qui sont sur le Phantom 4 en l'occurrence là, qui sont portées sur un objet à main, quoi. Tout à fait. Et alors la nouveauté, c'est que cet outil a maintenant un petit frère qui s'appelle le Osmo Mobile, qui en fait utilise l'ensemble des technologies, mais qui se présente maintenant sous un support pour smartphone. Et donc ce n'est plus une caméra intégrée, c'est votre smartphone qui va filmer. Donc on utilise là les capteurs de votre smartphone, mais là où c'est intéressant évidemment, c'est que le prix est nettement moins important, puisque on va tourner aux alentours des 339 € si je le lis bien, et évidemment on va dépendre de la qualité de son écran, de sa caméra smartphone, mais par contre on va pouvoir avoir cette technologie qui est destinée au grand public, avec une application iOS, Android, avec la possibilité de streamer sur YouTube et une batterie qui a une autonomie de 4h30. Donc pour toutes les personnes qui veulent filmer au quotidien avec leur smartphone, mais avec une qualité qui est vraiment accrue parce qu'on a un stabilisateur, on a des fonctionnalités de nouveau qui permettent de suivre quelqu'un, etc. C'est un très bel outil. Oui, ça a l'air sympathique. Évidemment, tout le monde va venir nous dire « Oui, mais moi j'aimerais bien l'utiliser avec ma GoPro ». Ça, c'est plutôt... il en existe d'autres, mais pas de la marque DJI, mais il me semble en avoir vu qui peuvent même utiliser des appareils réflexes. Là, il faut les biscottos, parce que ça commence à devenir un petit peu lourd. Il existe déjà des stabilisateurs pour... Ici, le truc, c'est qu'effectivement, ils ont toute cette technologie déjà développée pour les drones et qui permet de faire des choses peut-être un petit peu plus inédites pour un prix relativement... Pour ce que ça fait, très honnêtement, 340 € à peu près, ou un peu plus, ça dépend... des différentes options. En tout cas, prix de base dans les 350 €, c'est pas très cher pour ce que ça permet en fait. Donc voilà. C'est abordable pour le grand public ou les journalistes par exemple qui voudraient filmer. Oui, tout à fait. Donc voilà. Vous pouvez courir avec ça et vous n'aurez pas l'air ridicule. Et voilà. On passe à la lettre K si vous le voulez bien. Pas encore. On a encore une nouveauté. On va rester cette fois-ci sur les drones, mais du côté de Perrot, qui est l'autre
l'autre grand fabricant, et qui a sorti un drone très grand public cette fois-ci, donc un petit peu comme ils reviennent aux sources, au niveau des drones en tout cas. Donc on a un appareil qui s'appelle le Parrot Swing, qui va permettre cette fois-ci un décollage vertical et un atterrissage vertical, comme le font la plupart des drones, mais la particularité, c'est qu'il va pouvoir s'orienter également de manière horizontale. Donc les hélices vont piloter et pouvoir fournir un vol horizontal. Ça ressemble un petit peu à un X-Wing. Si je dois donner une image, il y a une caméra embarquée de 300 000 pixels qui va filmer à 60 images secondes. Donc de nouveau là, on est dans des résolutions assez faibles. On est vraiment dans du grand public. Des vitesses de 30 km/h, un mode autopilote. On va pouvoir faire des acrobaties assez facilement avec une télécommande qui est vendue en option, qu'on va combiner à un smartphone. Et le drone on va pouvoir avoir une portée de plus ou moins 60 mètres. Et on a une batterie de 550 mAh en LiPo qui va fournir 7 minutes d'autonomie en mode quadcopter ou 8 minutes 30 en mode avion. Donc c'est un peu un jouet, mais c'est très sympa comme engin. C'est dans la lignée des produits de chez Parrot, en tout cas en ce qui concerne les drones, d'aller vers ce genre de choses un petit peu particulières. C'est vrai que mettre les hélices dans l'autre sens, ça devient un avion. On se comprend, et que du coup, ça doit certainement aller plus vite. Juste, moi, j'ai une petite frustration, très honnêtement. Je le rappelle, ce podcast est un podcast belge, et pour l'instant, se tient à Paris un grand salon du drone, dont j'ai oublié le nom, et ça m'aurait bien plu d'y aller pour voir les nouveautés. Il y en avait un à Bruxelles, on l'a raté aussi, ceci dit. Mais donc, on a l'habitude de rater les salons, mais quand ils sont comme ça, d'une telle ampleur, c'est encore plus un peu frustrant. Quoi qu'il, si vous avez la possibilité d'y aller et de nous rapporter un peu votre ressenti et ce que vous avez vu, n'hésitez pas à partager votre savoir avec les technos, on s'en fera l'écho. On peut passer à la lettre K maintenant, ou c'est pas permis? Si. On peut, je pense. La lettre K comme Kickstarter, Bruno. On va parler de Toasteroid. C'est un toaster, mais un petit peu particulier. Oui, moi je suis fan de toast. Je mange tous les matins un toast. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce projet. Quand je l'ai vu passer sur Kickstarter, je me suis dit tout de suite, ça c'est pour moi. Ouais, ça fait pas pousser les cheveux par contre. Non, désolé. Non, ça c'est génétique. Non. Toasteroid, donc c'est quoi? C'est un toaster qui va nous permettre d'envoyer des images sur le toast. D'accord. Donc, on va, à l'aide d'une application smartphone, Android ou iOS, en ce cas-ci, on va pouvoir dessiner des images qu'on va mettre sur le toast avec un système de microfilaments. On va notamment aussi pouvoir mettre, par exemple, automatiquement la météo de la journée. Donc, c'est sympa. Voilà, on mange son petit toast, on a en même temps une information, donc c'est sympa, rigolo. Oui, c'est vrai. Et c'est pas trop cher, ça coûte à peine, je pense, $50. Non, c'est vrai que c'est pas très très cher. Ça existe, des sociétés qui fabriquent des toasters avec le logo d'une entreprise pour faire brander à une certaine entreprise. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est assez rigolo. Ça peut amuser les enfants, les grands enfants aussi, finalement. Ça m'amuse. Bon. Mais si la résolution s'améliore, on verra certainement bientôt apparaître un moyen de faire un selfie sur son toast. Oh là là, il pousse déjà le bouchon très très loin. Mais je suis sûr que Bruno nous fera un jour un hors-série sur parce que Bruno, tu peux le dire, tu as un toaster un petit peu particulier qui a un certain âge maintenant, mais qui t'amuse toujours autant le matin, c'est ça? Oui, en fait, il affiche l'état du toast, d'avancement du toast, avec un LED qui change de couleur. C'est complètement illuminé. Il passe des couleurs froides, donc du bleu vers le vert, jaune, et puis arrive au rouge. Et quand ça arrive au rouge, tu sais que le toast va sauter. Et il est prêt. Voilà, si elle s'éteint, c'est que c'est cramé. Non, ça c'est bien parce que c'est encore bien fait. Ça fume à ce moment-là. Tellement c'est bien fait. C'est ça les nouvelles technologies. On est fou. Oui, c'est ça. Ça ne s'arrêtera plus. On reste à la lettre K comme Kickstarter, Xavier, pour parler de Superbook. Oui, un petit projet que j'ai trouvé sympa, c'est le Superbook. En fait, c'est une coquille d'ordinateur portable. Donc visuellement, vous avez un ordinateur portable devant vous qui, si je dois prendre un exemple, ressemble assez fort à un Mac.
un MacBook, pardon, et qui va permettre en fait d'utiliser votre smartphone et donc de transformer votre smartphone en portable. Alors, on avait parlé déjà de projets comme d'Ubuntu, etc., qui permettaient d'avoir un OS universel sur son smartphone et de le brancher à un écran. Ici, c'est pas le principe. Donc, c'est vraiment d'avoir une coquille qui va rendre votre smartphone utilisable comme un portable. Donc on va avoir un écran plus grand, on va avoir un clavier, on va avoir un touchpad avec multitouch, on va avoir une batterie de 8 heures qui va servir également de chargeur pour le smartphone. Et donc chaque fois que vous allez changer de smartphone, vous allez avoir un ordinateur portable un petit peu plus puissant. Évidemment, on est limité par la puissance de son smartphone, mais c'est vrai qu'on a maintenant de plus en plus d'applications sur les smartphones et qu'on pourrait imaginer, et je pense que ça va être une tendance bientôt, que ces smartphones vont remplacer les portables, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas de besoin de puissance extrême. Donc pour envoyer un mail, envoyer une photo, rédiger un courrier ou ce genre de choses, je pense que c'est vraiment une chouette alternative, et c'est vendu par la société Andromium Inc. sur Kickstarter. Ils ont quand même levé la bagatelle de $3 millions à peu de choses près. Et ce sera commercialisé aux alentours de $99. Donc c'est vraiment très accessible. Voilà, encore un Kickstarter à suivre. On aime bien ça ici chez les technos, ce genre de projet, surtout quand ils aboutissent. Et alors là, on voit... Tu as mis la somme ou pas? Non, parce que j'ai vu ça... On aurait pu faire un test. Ouais, des opportunités à suivre, donc, comme on a l'habitude de dire. On passe à la lettre O. Parce que tout d'un coup, on en saute quelques-unes, ça m'a perturbé. O comme oreiller connecté. Alors là, ça, c'est quand même très particulier. C'est toujours... Toi, tu nous avais déjà trouvé... C'est qui l'a trouvé ça? Ah, c'est Bruno, en fait. D'habitude, c'est Xavier qui trouve des trucs comme ça. Le matelas connecté, c'était déjà toi. Rappelle-toi, il y a quelques mois. On avait d'ailleurs repris ça dans les best-of de What the Fuck. C'était un matelas un peu particulier, quand même. C'était un matelas un petit peu particulier qui permettait de savoir si quelqu'un s'était servi de votre lit pendant votre absence. Hein. Voilà, et pas pour dormir. Et pas que pour dormir. C'est Bruno qui s'y colle cette fois-ci à l'oreiller pour parler de DreamPad. Ah, je ne t'entends pas. Voilà. Mais c'est quelque chose de très très sérieux. J'ai un problème de micro, effectivement. C'est un oreille connecté, mais c'est quelque chose qui essaie de résoudre un problème qu'ont beaucoup de gens. Pas moi, mais beaucoup de gens ont un problème de sommeil. Oui. Et de plus en plus, on est tous très stressés et on a du mal à se relaxer pour s'endormir. Donc ça, c'est pas un projet Kickstarter. Par contre, c'est un produit qui existe déjà. Vous pouvez acheter. Il est à 179 € en belge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas il va simplement, vous pouvez penser, il va vous envoyer de la musique. C'est pas des enceintes connectées qui sont cachées dans un oreiller. Non. En fait, c'est des vibrations qui sont envoyées directement dans le cerveau. Et qui stimulent donc la relaxation. D'accord. C'est vraiment quelque chose de très très poussé, très très étudié, et ça marche vraiment apparemment. Bon, je vais pas le tester sur moi parce que en 2 minutes, je m'endors, j'ai pas de problème. Mais j'ai eu effectivement des gens qui m'ont dit j'ai des problèmes à m'endormir. Tu connais pas une solution pour s'endormir? J'ai dit il faut stresser un peu moins. Mais voilà, en faisant des petites recherches, effectivement, on trouve des solutions technologiques qui existent et qui sont testées et qui sont méconnues du grand public, mais qui fonctionnent vraiment. Moi, je pensais que c'était alors là, c'est bien aussi pour s'endormir, avoir un truc un petit peu particulier comme ça. Il faut le tester évidemment. Hein, mais pourquoi pas? Moi, je pensais que ça allait être un oreiller qui analysait son sommeil, parce que énormément de gens ronflent ou font des apnées du sommeil, etc. Et que c'était lié peut-être à une application qui permettait il y a déjà des applications. Il y en a des applications. Parlé, je me demande s'il n'existe pas, mais c'est pas un oreiller, c'est quelque chose qui se glisse sous l'oreiller ou quelque chose comme ça. Il y a des applications qui nécessitent simplement de mettre le smartphone sur le matelas à proximité. Moi, j'ai pas de le casser. Le son et qui analyse les vibrations aussi. Mais il existe effectivement des appareils qui sont plus performants et qui sont liés à plutôt que de du passer une matériel. nuit parce que ça se fait, passer une nuit à ce qu'on appelle la clinique du sommeil, pour le faire à la maison, pour voir un petit peu déjà si on a des apnées, des choses du genre. Il y a des systèmes d'enregistrement aussi. Sachant qu'à la clinique du sommeil, on dort d'office très mal. Oui, parce qu'on vous met plein d'implants, machin, etc. Et puis, vous n'avez pas dormi, monsieur. Non.
avec tous les fils que vous m'avez placés. Non, là, c'est juste pour enregistrer en fait son sommeil et pour entendre si on ronfle, si voilà, c'est des choses. Si vous voulez prouver à votre conjoint qu'il ronfle. Oui, par exemple, ça peut être aussi utile de ce côté-là. On accélère un tout petit peu parce qu'on est un petit peu à la bourre et il y a beaucoup d'informations, vous l'avez remarqué, pour ce 88e épisode. O, c'est fait. P comme... Vous pouvez pas être passé à côté. Bah ouais, Pokémon Go, on l'a un petit peu évoqué lors de la synthèse du mois de juillet, parce que le buzz, en fait, c'était au début de cet été, enfin juin-juillet, on avait déjà un petit peu parlé. Tu voulais en rajouter une petite couche quand même. Donc on a parlé, apparemment, dans l'épisode précédent, on a bien parlé de l'effet boursier qu'il y a eu, donc avec des personnes qui se sont fait avoir en investissant dans Chez Nintendo ouais. alors que finalement, ils n'ont qu'une petite partie des parts de la société Pokémon Company, qui fait partie du capital de Niantic, qui a développé la solution, qui s'était basée sur Ingress d'ailleurs pour le jeu. Ouais. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, ça fait le bonheur de fabricants de matériel, puisque la vente de batteries externes a littéralement explosé. Ils ont quasiment doublé la production, les ventes plutôt de batteries externes pour Pokémon Go. Donc depuis la sortie de Pokémon Go. Donc ça fait le plaisir de certains fabricants. Et alors la société a annoncé la sortie d'un petit accessoire en plus, un bracelet connecté qui, excusez-moi si je me trompe dans les termes, mais permet de détecter des Pokémon ou des Pokéstop, qui sont apparemment des lieux très recherchés dans le jeu. Donc voilà, ça permet de détecter ça sans avoir à maintenir son téléphone ouvert devant ses yeux et de prendre le risque de se faire écraser par une voiture ou de marcher sur des gens, par exemple. Parce que ça, j'en ai vu, moi, dans certains parcs qui ne faisaient plus attention à personne. C'est l'hystérie dans certains endroits quand il y a un nouvel... Il y a de plus en plus, par exemple, certains aéroports, des directeurs d'aéroports qui demandent à Niantic, la société éditrice, de virer les Pokémon du terrain d'aviation, parce qu'il y a des gens qui prennent des risques pour aller choper un Pokémon rare quelque part. La ministre de l'Éducation en Belgique a demandé à ce qu'on retire les Pokémon rares des écoles pour éviter que les gamins ne passent leur temps à chasser alors que ça les attire à l'école. C'est quand même assez particulier comme histoire. On va pas vous parler des Pokémon à chaque épisode, hein, rassurez-vous, on a d'autres sources d'informations et d'autres intérêts technologiques à vous proposer, comme par exemple ceux qui sont liés à la sécurité, ce qui nous amène très directement à la lettre S comme sécurité. Xavier, pour parler par exemple du projet Sauron. Voilà, le projet Sauron, ça parle certainement... Sauron ou Sauron ? Sauron. Ça parle certainement à tous les fans de l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Sauron, c'est ce grand œil qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est un malware qui a été repéré par deux experts de la sécurité, Kaspersky et Symantec, que tout le monde connaît, et qui espionne apparemment les organismes étatiques depuis 5 ans, incognito. Donc, on vient de s'en rendre compte, ça fait 5 ans que ce malware était actif et qu'il espionnait les États. Alors, on pense que c'est probablement une attaque d'un autre État. Et en fait, l'outil se fait passer pour des fichiers exécutables ou des fichiers avec des noms bien connus de Microsoft. Et il était capable de passer à travers les firewalls les plus connus. On ne sait pas encore exactement tout ce qu'il espionnait. Je pense qu'on ne sait pas encore qui est à la source de l'attaque. Mais donc voilà, c'est quand même un beau coup là pour au niveau ça fait réfléchir une fois de plus, quoi. Enfin, dès qu'on parle de sécurité, ça fait forcément réfléchir parce qu'on se projette. On se dit, tiens, si je suis dans le cas, qu'est-ce qui peut m'arriver, etc. On reste à la lettre S comme sécurité, Xavier, pour parler donc de piratage de données. Juste en écoutant, par exemple, certains organes de la machine. C'est un petit peu particulier. En fait, on se dit, et on pourrait se le dire par rapport à la news juste précédente, que simplement en débranchant son ordinateur du réseau ou d'Internet, on pourrait être protégé. Eh bien, détrompez-vous, puisqu'il y a une petite performance qui a été faite maintenant. Il y a des pirates qui sont capables de pirater votre PC. Et en tout cas, de pirater les données, de capter les données. D'analyser le contenu de vos données, tout simplement en écoutant, en analysant le bruit des disques durs. Donc, comment est-ce qu'ils font ? Alors, il faut évidemment, le plus simple serait d'avoir un accès physique à la machine au début pour pouvoir implanter un petit malware. Une fois que le malware est dans la machine, il suffit en fait d'avoir un
smartphone à proximité de l'appareil qui va analyser, capter les bruits et décoder en fait les bruits de l'ordinateur et donc du disque dur ou peut-être même de la vitesse de ventilateur, etc. Donc vraiment, il va analyser les bruits de l'ordinateur pour les rapprocher à des données. C'est fou parce que je me rappelle il y a très 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 longtemps de ça, un temps que les mois de... Enfin bon, n'exagérons pas, mais pas loin, où on était encore avec des modems analogiques, entendons-nous, qui fonctionnaient sur des lignes téléphoniques classiques, hein, vous savez, le petit bruit qu'on entend, tring, tring, tring. Il y avait une petite lettre sur ces modems-là. Et il paraît, enfin, en tout cas, c'était le bruit qui courait à l'époque, qu'il était capable de décoder une partie des informations qui transitaient par le modem en captant le clignotement, ce que l'œil humain ne peut pas faire, évidemment, mais avec avec quel outil, mais en tout cas en décodant le clignotement de cette petite lettre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est peut-être ce qui a inspiré le Li-Fi maintenant, donc on parle de plus en plus de, oui, peut-être. de communication sans fil, sans ondes. Avec le scintillement de l'éclairage, qui est un éclairage LED en l'occurrence. Ce sont des ondes, hein, mais... Oui. Une fréquence oui, voilà. Vous avez tous compris. On fatigue, hein, à un moment donné. Ça devient, à un moment donné, vous avez vu la panoplie d'informations qu'on me donne, il y avait de quoi faire 2 épisodes cette semaine. On passe à la lettre T comme taxi, Bruno, pour parler des taxis. Bah oui. Et oui, non, la mobilité est mon dada, hein, c'est ce qui est clair, c'est mon métier. Donc dès qu'une news comme ça passe, tout de suite elle est plus importante qu'une autre. Et là, on avait parlé dans tous nos hors-séries de voitures autonomes. Mm-hmm. Et là, en fait, il y a une société qui a lancé les taxis autonomes à Singapour. Donc c'est bon, c'est le moment, c'est sorti. Vous pouvez prendre une voiture autonome, un taxi, si vous allez à Singapour, et ça fonctionne. Voilà. Donc Google et consorts comme Uber, ils sont un peu derrière là sur le coup. Uber avait annoncé qu'ils allaient lancer des taxis autonomes, des voitures autonomes encore en août. Là, on est en septembre. Ils ont raté le coche. Donc, Nutonomy, c'est la société de Singapour qui a lancé les taxis sur une partie de Singapour, simplement, hein, sur 4 km², si je ne m'abuse. Mais ça fonctionne. Donc, voilà. Ben voilà, la machine est en marche. On l'avait déjà dit, on suspectait que ça arriverait un jour. On pensait que ça allait être Uber, hein, ou Google qui allait s'y lancer. Mais là, c'est déjà une offre commerciale qui est proposée. Donc, l'histoire est en marche, on va dire. On passe à la lettre V. V comme VR, réalité virtuelle. Et ça, c'est Xavier qui va nous en parler, puisque la réalité virtuelle, ça, on l'a appris aussi dans le courant de ce mois d'août, ça peut aider à la rééducation des personnes qui ont un handicap. Exactement, ça ne sert pas qu'au jeu et au porno. Non. Ça va permettre effectivement à aider certaines personnes avec un handicap plus ou moins important de se rééduquer. En fait, il y a des tests qui ont été faits avec 8 paraplégiques qui ont retrouvé des sensations et un contrôle musculaire partiel. Donc leur handicap a pu être transformé en handicap partiel dans certains cas. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont entraînés plus de 2000 heures avec un casque et des électrodes reliées à un ordinateur. Ils avaient un avatar dans un monde virtuel. Et au bout d'un moment, ils ont appris ils ont appris à reconnaître des signaux dans le cerveau de la personne sur son intention de bouger, et avec soit de manière autonome, soit avec un exosquelette, ils ont appris à refaire des mouvements. Donc je trouve que c'est une chouette application. Il paraît aussi que du coup le corps apprenait à reprendre utiliser certaines terminaisons nerveuses qui étaient non déficientes, mais peu utilisées pour arriver à créer des mouvements. C'est assez incroyable comme résultat. C'est prometteur, enfin en tout cas on le souhaite. On n'est pas du tout spécialiste, on n'est pas médecin, donc on prend l'information comme elle vient, comme c'est souvent le cas d'ailleurs ici, hein, dans cette revue de presse. Donc voilà, c'est encore une histoire à suivre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On avance, avec la lettre B.
Ça c'est fait. La lettre W, du coup. Ah ben oui, donc c'est un petit peu la fin. Oui, vous n'êtes pas habitué. On arrive à la fin. Oui, la lettre W plutôt, c'est le W comme what the fuck qui a provoqué deux best-of durant l'été que vous avez peut-être été voir, que vous pouvez aller revoir si vous le voulez. C'est les trucs un petit peu particuliers qu'on trouve comme ça au niveau technologique. Alors, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Là j'ai un petit doute. Alors ici il y a quand même eu des vidéos, Oui. donc avec le lien que vous trouverez. Oui, parce qu'il y a tous les liens dans l'article, hein, rappelons-le. Voilà. Donc merci Seb qui m'a partagé cette info un peu étonnante. Moi qui suis fan de drones, donc il y a un fan de technologie qui s'amuse avec des animaux. Oui. Alors les fans d'animaux vont peut-être pas, les amis des animaux vont pas toujours apprécier. Non. Ici, on parle d'animaux morts ou empaillés. Et donc, cette personne a fait des tests avec plein de drones, des jets, et il s'est retrouvé à faire un chat volant en quadricoptère. C'est pas super neuf, hein, le chat volant. Il a fait une autruche, il en a fait d'autres. Il a fait des bateaux, il a fait vraiment tout. Il a fait un requin volant sous forme de jet. Enfin, il faut voir la vidéo. Ce type est un grand malade avec les drones. Et alors, il a fait, par contre, une machine aussi qui là n'est pas pour les animaux morts, c'est avec un chat. Je crois qu'il a voulu dégoûter son chat d'aller dans sa machine à laver parce qu'il a fait en sorte que sa machine à laver détecte quand le chat rentre dedans et que en gros elle se secoue dans tous les sens pour effrayer le chat, quoi. Pour chasser le chat de la machine. C'est plus pour le sauver que de le tuer en fait. Alors le nom est quand même le nom c'est quand même Pussy Destructor. Donc oui. Voilà. C'est les sauvages quand même. C'est méchant. Ok, le chat volant, ça j'avais déjà vu. Par contre, j'avais pas les autres animaux, ça j'avais pas. Je trouve ça un peu glauque quand même comme truc. Voilà. Allez, on en a un autre. Oui, donc là, c'est plutôt un petit truc vraiment très rapide, amusant. Il y a une émission, C'est dans l'air, qui est passée en direct sur la 5, chez nos amis français, sur France 5, pardon, chez nos amis français, où un des intervenants a montré une encyclopédie de la programmation en C++, et il a parlé, annoncé haut et fort, que c'était une encyclopédie qui prônait le terrorisme. Donc si vous êtes un programmeur de C++ et que vous avez l'encyclopédie de la programmation en C++, méfiez-vous, vous êtes un terroriste. C'est quand même très particulier aussi de sortir des trucs pareils. C'est assez gros. Oui. Quelqu'un l'a lu C'est la question qu'on peut se poser. Je me demande si Marc n'a pas dit, parce que c'est une news de Marc, je me demande si Marc n'a pas dit qu'il avait l'encyclopédie. Oui. Pourquoi pas? C'est un de nos autres chroniqueurs, hein. Marc, si vous débarquez, que vous nous découvrez, vous aurez l'occasion de découvrir Marc peut-être au prochain épisode, le 89e, puisque c'est le prochain, et ce sera la semaine prochaine, puisque ce sont des épisodes hebdomadaires. Parce que c'est ici que se termine, je ne dis pas de bêtises, hein, on n'a plus rien en stock. C'est correct. Je suis arrivé au bout de la présentation, c'est bon. C'est ici que s'achève ce 88e épisode, c'était la rentrée. On doit se remettre un petit peu en route, hein, vous l'avez remarqué. C'est le démarrage. Merci en tout cas beaucoup Bruno d'avoir participé une fois de plus à cet épisode. On se retrouvera très prochainement pour du hors-série aussi, on en a parlé. Et puis merci également à Xavier. Et on va se dire à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, à bientôt, au revoir.